Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet de l'hyperpsychologisation, il faut le dire, de l'entreprise. Je m'explique. On vit une époque dans laquelle le bureau, l'usine, l'atelier ressemblent de plus en plus à un cabinet de consultation psychologique. On analyse des profils, on teste les personnalités, vous savez mon amour immodéré pour ce genre de pratique, nous coachons les états d'âme, mais c'est ce que j'appelle cette psychologisation du travail. Elle part d'une bonne intention, d'une intention humaniste, qui, je vous le rappelle, a démarré en réaction à l'intention technologiste ou mécaniste du début du siècle passé. Donc on s'est dit, il faut entre guillemets quand même prendre les personnes en compte. Et donc cette intention positive a fini par occulter une réalité qui est fondamentale et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que l'entreprise n'est pas une collection de psychismes isolés, c'est un système social. Et que donc la science sur laquelle il faut qu'on s'appuie, c'est pas la psychologie. C'est au mieux la psychologie sociale, mais encore mieux, la sociologie, voire l'anthropologie. Et donc, il y a toute une série de personnes, de scientifiques, de chercheurs, dont vous ne connaîtrez certainement pas le nom, alors que si je vous parle de Freud, de Jung, de Myers-Briggs, vous allez immédiatement les connaître. Alors qu'en fait, je prétends, alors je ne suis pas le seul, mais je prétends que les apports que font ces personnes pour la vie de l'entreprise sont au mieux minimes, au pire inadaptés. Le problème principal, c'est qu'en se focalisant sur l'individu, la personne, on commet souvent ce que la psychologie sociale appelle l'erreur fondamentale d'attribution. On explique un comportement par la personnalité de l'acteur, de la personne qui agit, en ignorant complètement les pressions de la structure ou les conditions de la performance. Erreur fondamentale d'attribution. On attribue à la personne la responsabilité de l'échec, par exemple, sans regarder les conditions dans lesquelles cet échec s'est produit. Donc aujourd'hui, on va changer de focale, on va partir direction anthropologie, sociologie, on va laisser notre canapé de psychologue ou de psychiatre, et puis on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les grands défis du leadership se cachent pas dans les collaborateurs, mais entre les collaborateurs. On va pour ça approfondir 4 exemples de psychologisation abusive. Le premier, c'est le recrutement. Quand vous recrutez, vous allez demander des références. La référence, c'est le mirage de l'excellence transportable. La prise de référence, c'est quoi ? On interroge un ancien employeur pour savoir si Joseph est un bon leader. Alors, d'un point de vue anthropologique, c'est un rite de validation. Tribu demandée, Joseph, leader, oui, ou. Voilà, en gros, ça s'arrête là. Mais sociologiquement, ça fait aucun sens. Et pour ça, il faut mobiliser un concept de champ, de Pierre Bourdieu. Alors, Bourdieu, c'est le sociologue avec S majuscule. Je pense que c'est le plus connu, mais je suis assez sûr que vous ne connaîtrez pas son nom. Alors que si je vous parle de Freud, alors mon Dieu, pourtant Freud, il en a dit des conneries. Alors, je dis pas que tout ce que dit Bourdieu est correct, mais vous voyez que déjà là, on a cette espèce de dichotomie entre les deux. Et donc, le concept de champ de Bourdieu dit qu'un individu n'agit jamais tout seul dans l'absence de son contexte. Il évolue au sein d'un champ qui possède ses propres règles, ce champ, ses propres capitaux, ses propres rapports de force. On peut penser au champ de la culture, au champ socio-économique, au champ technologique, etc. Donc, la performance de l'individu, c'est le produit de la rencontre entre ce que Bourdieu appelle l'habitus, c'est-à-dire les dispositions acquises de la personne, alors là on a une partie psychologique, et des exigences spécifiques du champ. Donc la performance, c'est une rencontre des deux. C'est pas qu'un individu, c'est pas une île dans l'océan, c'est plutôt comparé à un réseau informatique ou un réseau de neurones, si vous voulez. Donc, la réussite passée d'une candidate, c'est une propriété qui émerge de son ancien système. C'est pas que elle. Peut-être que cette personne bénéficiait, d'un accès privilégié à certaines informations parce que son chef l'aimait bien, ou d'une légitimité historique parce que ça fait 15 ans qu'elle y était. Donc, recruter la personne providentielle sans analyser les réseaux d'acteurs qui la rendaient performante, en gros, c'est comme si vous essayez de transplanter un organe sain dans un corps qui va le rejeter. Donc, le leadership systémique, ça nous impose de voir le recrutement pas comme une
une espèce de quête, de trait de caractère, on cherche du bleu, du jaune, du rouge, mais comme une analyse de compatibilité de champ ou de fonctionnement. Se dire, est-ce que finalement cette personne a un fonctionnement qui peut s'intégrer dans notre fonctionnement. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, l'évaluation de performance. L'évaluation de fin d'année, par exemple. Alors, l'une des pratiques les plus courantes, et pour le système les plus dévastatrices, c'est l'évaluation basée sur des objectifs strictement individuels. On met des objectifs individuels parce qu'on estime que c'est cet objectif qui va driver la personne à la performance. Remarquez, aucun contexte là-dedans. Donc on va par exemple évaluer une chef de projet sur sa ténacité, sur sa motivation, voire même sur le résultat du projet, quand elle livre un projet difficile. Pourtant, on va mobiliser ici la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour, nous offre une lecture qui est plus intéressante. Un succès ou un échec n'appartient jamais à un seul humain. C'est aussi le résultat d'un réseau hybride dans lequel il y a évidemment des humains, mais il y a des outils, il y a des budgets, il y a des procédures, il y a des clients, il y a des fournisseurs, il y a tout un système, tout un écosystème presque, qui va varier, qui va bouger. Et donc dire que Joséphine a bien réussi parce qu'elle a su relier les parties prenantes du projet, qui d'ailleurs elles-mêmes obéissent à des dynamiques collectives, c'est pas faux, mais c'est aussi parce que les outils et les données, donc les acteurs non humains, étaient alignés. Si on retire un seul élément de ce réseau, l'individu brillant s'effondre. Joséphine a beau être brillante, la meilleure chef de projet que votre boîte a jamais eue, si à ce moment-là, il y a un bug technique qu'elle ne peut pas résoudre parce que le fournisseur ne sait pas le résoudre, le projet sera un échec. Et donc, on va pénaliser Joséphine parce que son projet a été un échec. Donc, c'est intéressant parce que attribuer la réussite de l'individu, c'est comme une espèce de purification. On raconte une histoire, on efface la complexité du soutien de l'infrastructure, des systèmes, de la technologie, et on ne garde que le héros ou l'héroïne. Alors que le leadership systémique, ce sera plutôt évaluer la solidité du réseau plutôt que la motivation de l'acteur ou de l'actrice. Parce que le talent ne peut pas remplacer la structure. Troisième exemple, on peut penser au leadership de transition, au leadership de changement. On voit le CEO. Alors quand on fait une fusion d'entreprise ou bien un changement de cap d'une entreprise, on décide de croître par exemple, on va observer le CEO comme si son charisme allait infuser chaque strate de la boîte. On va lui demander une vision, on va lui demander des discours, on va lui demander de la présence. Vous voyez comme tout ce vocabulaire est psychologisant. Alors Mary Douglas, qui est une des personnes qui a travaillé en anthropologie institutionnelle, nous rappelle que le leader, c'est comme un totem. Ce leader symbolise certes le changement. On voit la personne sur le chantier avec le coup de pelle, symbolise le changement, mais il ne fait pas le changement. Le leader, c'est vraiment plus un symbole de ce point de vue-là que quelqu'un qui est actif dans le changement. La transition, elle réussit si les règles du jeu, les incitatifs, les processus, les sanctions sont modifiés de manière cohérente. Et d'ailleurs, le piège de l'affect, comme l'appelle Mary Douglas, désigne le piège qui consiste à vouloir changer les cœurs avec du discours, alors qu'en fait, on ne modifie rien au niveau des structures, au niveau des schémas de décision. Et donc, un CEO qui échoue sa transition, c'est pas un mauvais leader au sens psychologique du terme. Il peut avoir du charisme, il peut être sympathique, il peut être pertinent, il peut être tout ce qu'on veut, mais c'est peut-être un acteur qui n'a pas suffisamment compris la sociologie de son entreprise et du coup les mécanismes de domination d'échange, comme le ferait finalement un anthropologue ou un sociologue. Donc vous voyez, j'enseigne pas dans les MBA, mais d'après ce que j'en sais, on passe beaucoup de temps à étudier la psychologie humaine. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps à étudier la sociologie ou l'anthropologie humaine ? Moi, je suis pas sûr. Quatrième exemple, alors c'est peut-être là, c'est le pire, et j'en ai déjà parlé ici dans Leadership, le bien-être. Donc, le burn-out comme dysfonctionnement individuel. C'est ici, pour moi, que la psychologisation est la plus dévastatrice. Parce qu'on traite le burn-out comme une faille de résilience individuelle, une faillite de résilience individuelle. Et donc, on blâme le fusible parce que le courant est trop fort. C'est exactement la même chose. Alors là, on va appeler Émile Durkheim. Alors lui, c'est un des autres grands sociologues du début du XXe siècle. Lui parlait d'anomie. Nomos, en grec, c'est la règle. Autonomie, mes propres règles. L'anomie, c'est il n'y a pas de règle. Donc il appelle l'anomie l'état où les règles sociales sont plus claires, où il y a une espèce de grande désorientation.
Eh bien, dans l'entreprise moderne, souvent, le burn-out, c'est une pathologie de l'organisation beaucoup plus que de la personne. Injonction contradictoire, faut faire toutes les activités en même temps, surcharge complètement structurelle, mais on dit, ça va, ils vont gérer. On va appeler Musolino et Coaptin pour faire des formations en résilience individuelle. On a une perte de sens de ce que fait la société. Et donc, ça est un facteur de burn-out. Alors évidemment, on propose du coaching en gestion du stress. Moi, bien sûr que je vais aider les personnes à s'en tirer, à essayer de développer des outils, mais ça suffit pas. Parce que l'entreprise, en faisant ça, elle privatise un problème qui est éminemment collectif, sociologique. Pour certaines entreprises, c'est un déni de responsabilité systémique. On demande à l'individu de mieux gérer une situation que l'organisation elle-même a rendue ingérable. Et donc, vous voyez comme le burn-out est lu comme « Ah, Joseph a fait un burn-out ». On ne dit pas l'entreprise dans laquelle travaille Joseph a fait un burn-out. C'est Joseph qui a fait le burn-out. Vous voyez qu'au travers de ces 4 exemples, on arrive avec une série de nouvelles compréhensions, en tout cas qui pour moi ont été nouvelles. Bourdieu, le champ, la performance et la rencontre réussie entre les dispositions d'un individu et les règles de son environnement. Bruno Latour, acteur réseau, la réussite est un assemblage hybride où les outils et les procédures, tous les acteurs non humains, sont aussi déterminants pour le résultat que les compétences humaines. Mary Douglas, anthropologie, le changement réel ne survient que par la modification concrète des règles de fonctionnement institutionnelles et des structures d'échange. Émile Durkheim, l'anomie, une perte de repères collectifs et de règles claires est destructrice. Alors, du coup, on fait quoi? Parce que, vous voyez, faire passer un MBTI ou un disque à un leader, c'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus vite. Mais, du coup, je vous propose, pour votre prochaine analyse de situation, de recrutement, d'analyse, d'échec ou de succès d'un projet, d'abandonner les questions sur le qui pour essayer de se poser des questions sur le comment du système. 5 questions. Première question, analyse du réseau. Si cet individu ou cette personne a échoué ou réussi d'ailleurs, quels étaient les acteurs non humains, les outils, les données, les délais, les procédures qui lui ont manqué ou qui l'ont porté? Deuxième question, le jeu des acteurs. Quelles étaient les zones dans lesquelles cette personne a navigué? Est-ce qu'elle avait, typiquement, le pouvoir, c'est le pouvoir, une question de champ chez Bourdieu. Est-ce que la personne avait le pouvoir, finalement, d'influer sur les parties prenantes, par exemple? Troisième question, est-ce que les règles du jeu sont en contradiction avec la mission demandée? Par exemple, demander de l'innovation, mais sanctionner chaque erreur. Quatrième question, est-ce qu'il y a une sous-culture dans une équipe, par exemple, ou dans un clan, ce qu'on appelle l'aliment tribal, qui perçoit cette situation ou ce projet comme une menace à son territoire? Cinquième question, la charge structurelle. Est-ce que le niveau de tension observé est lié à une incapacité vraiment individuelle ou plutôt à une accélération du rythme de travail que le système ne peut plus absorber? Vous voyez que, globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abandonner le niveau granulaire de l'individu et puis de reculer en regardant l'organisation. Il existe des méthodes. Les 5 questions que je vous propose sont des questions que je vais vous poser si nous travaillons ensemble, mais vous pouvez faire votre propre questionnaire, vous pouvez vous questionner vous-même en fonction de vos pratiques, de votre culture d'entreprise, parce que la compréhension des mécanismes de performance de l'organisation, c'est pas qu'une question de psychologie. Il y a vraiment une question de prise de recul et de comprendre que l'individu est façonné par son environnement. Ça n'enlève rien à une partie de sa responsabilité, évidemment, mais ça redonne aux leaders organisationnels leur véritable pouvoir d'action. Et quand je parle de leaders organisationnels, c'est donc des gens qui gèrent l'organisation, donc CEO, responsable de division, etc., ou chef de département. Le pouvoir d'action, c'est dans le design de l'organisation et le façonnement de la culture de l'organisation. C'est à ce niveau-là qu'on va vraiment pouvoir fabriquer de la performance, beaucoup plus qu'au niveau individuel. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.